le code noir ou édit du roi servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de justice et la police des îles Françoises de l'Amérique et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans les 10 pays, donné à Versailles au mois de mars 1685, avec l'édit du mois d'août 1685, portant établissement d'un conseil souverain et de 4 sièges royaux dans la côte de l'île de Saint-Domingue. À Paris, au Palais, chez Claude Girard, dans la grande salle, vis-à-vis la grande chambre, au nom de Jésus. Édit du roi, touchant la police des îles de l'Amérique françoise. Du mois de mars 1685. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir. Salut, comme. Nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance. Nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyées par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, et pour y régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans nos dites îles, et désirant y pourvoir et leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présents, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités. À ces causes, de l'avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui en suit. Article 1. Voulons et entendons que l'édit du feu roi, c'est-à-dire l'édit de Nantes, de glorieuse mémoire notre très honoré Seigneur et Père, du 23 avril 1615, a soit exécuté dans nos îles, ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les Juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels comme aux ennemis déclarés du nom chrétien. Nous commandons d'en sortir dans 3 mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d'en avertir les gouverneurs et intendants des dites îles dans une 8aine au plus tard, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Article 3. Interdisons tout exercice public d'autres religions que de la catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujets à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l'égard de leurs esclaves. Article 4. Ne seront préposés aucun commandeur à la direction des nègres qui ne fasse profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des dits nègres contre les maîtres qui les auront préposés, et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté la dite direction. Article 5. Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée, ou RPR, d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire. Article 6. Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanche et fêtes qui font garder par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni faire travailler leurs esclaves les 10 jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, soit à la culture de la terre,
à la manufacture de sucre et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des sucres que des 10 esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail. Article 7. Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de tous autres marchés les 10 jours, sur pareille peine, et de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amendes arbitraires contre les marchands. Article 8. Déclarons nos sujets qui ne font pas de la religion catholique, apostolique et romaine, incapables de contracter à l'avenir aucun mariage valable. Déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenus et réputés, tenons et réputons pour de vrais concubinages. Article 9. Les hommes libres qui auront un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui l'auront souffert, seront chacun condamnés à une amende de 2000 livres de sucre. Et s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu les 10 enfants, voulant qu'outre l'amende, ils seront privés de l'esclave et des enfants, et qu'elle et eux soient confisqués au profit de l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l'homme n'étant point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église la dite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres et légitimes. Article 10. Les dites solennités prescrites par l'ordonnance de Blois, les articles 40, 41, 42 et par la déclaration du mois de novembre 1639, pour les mariages, seront observés tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement. Article 11. Défendons aux curés de procéder au mariage des esclaves s'ils ne sont apparoirs du consentement de leur maître. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré. Article 12. Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs mariés, si le marié et la femme ont des maîtres différents. Article 13. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père. Et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants seront esclaves pareillement. Article 14. Les maîtres seront tenus de faire mettre en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés, et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelques champs voisins du lieu où ils seront décédés. Article 15. Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives, ni de gros bâtons, à peine du fouet, et de confiscation des armes, au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leur maître et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues. Article 16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper, soit le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sous les contrevenants, de les arrêter et conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers, et qu'il n'y ait contre eux encore aucun décret. Article 17. Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées à composer d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés en leur propre et privé nom de réparer tout le dommage qui aura été fait à ses voisins à l'occasion d'édites assemblées et en 10 écus d'amende pour la première fois et au double au cas de récidive. Article 18. Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause ou occasion que ce soit, même avec la permission de leur maître, à peine du fouet contre les esclaves, et de 10 livres tournois contre leurs maîtres qui l'auront permis, et de pareilles amendes contre l'acheteur. Article 19. Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières, pour vendre aucune sorte de denrée, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour leur nourriture et des bestiaux à leur manufacture,
sans permission expresse de leur maître, par un billet ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix par leur maître, et de 6 livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs. Article 20. Voulons à cet effet que 2 personnes soient préposées par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leur maître. Article 21. Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés lorsqu'ils n'auront point de billets de leur maître, ni de marques connues pour être rendues incessamment à leur maître, si les habitations sont voisines du lieu où les esclaves auront été surpris en délit, sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis. Article 22. Seront tenus les maîtres de fournir par chacune semaine à leurs esclaves, âgés de 10 ans, et au-dessus pour leur nourriture, 2 pots et demi mesure du pays de farine de manioc, ou 3 cassaves pesant 2 livres et demi chacun au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de bœuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autre chose à proportion, et aux enfants depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de 10 ans, la moitié des vivres ci-dessus. Article 23. Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau de vie de canne guildive pour tenir lieu de la subsistance mentionnée au précédent article. Article 24. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certains jours de la semaine pour leur compte particulier. Article 25. Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave par chacun an 2 habits de toile ou 4 aulnes de toile au gré des dits maîtres. Article 26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leur maître, selon que l'avons ordonné par ses présentes, pourront en donner avis à notre procureur et mettre leur mémoire entre les mains, sur lesquelles et même d'office les avis lui en viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à la requête et sans frais. Ce que nous voulons être observés pour les crieries et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. Article 27. Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leur maître, et en cas qu'ils les eussent abandonnés, les 10 esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer fixe sol par chaque jour pour leur nourriture et entretien de chaque esclave. Article 28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître, et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d'autres personnes, ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents, et tous autres libres ou esclaves, puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause de mort, lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auront faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef. Article 29. Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que les esclaves auront fait par leur ordre et commandement, ensemble ce qu'ils auront géré et négocié dans la boutique, et pour l'espèce particulière du commerce à laquelle les maîtres les auront préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné au profit des maîtres le pécule des 10 esclaves, que leurs maîtres leur auront permis en sera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû, sinon que le pécule consistant en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auront permission de faire trafic à part sur lesquels leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers. Article 30. Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autre que leur maître, pour agir et administrer aucun négoce ni arbitre, en perte ou témoin, tant en matière civile que criminelle, et en cas qu'ils soient oui en témoignage, leurs dépositions ne serviront que de mémoire, pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans que l'on en puisse tirer aucune présomption ni conjecture, ni adminicule de preuve. Article 31. Ne pourront aussi les esclaves être partis, ni en jugement, ni en matière civile, tant en demandant que défendant,
ni être partie civile en matière criminelle, et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre les esclaves. Article 32. Pourront les esclaves être poursuivis criminellement sans qu'il soit besoin de rendre leur maître partie, sinon en cas de complicité, et seront les 10 esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain sur la même instruction, avec les mêmes formalités que les personnes libres. Article 33. L'esclave qui aura frappé son maître, ou la femme de son maître, la maîtresse, ou leurs enfants avec contusion de sang ou au visage, sera puni de mort. Article 33. L'esclave qui aura frappé son maître, ou la femme de son maître, la maîtresse, ou leurs enfants avec contusion de sang ou au visage, sera puni de mort. Article 34. Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort s'il y échait. Article 35. Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, bœufs et vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par ceux affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort si le cas le requiert. Article 36. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes de sucre et pois, manioc ou autres légumes faits par les esclaves seront punis selon la qualité du vol par les juges, qui pourront, s'il y échait, les condamner à être battus de verge par l'exécuteur de la haute justice et marqués à l'épaule d'une fleur de lys. Article 37. Seront tenus les maîtres en cas de vol ou autrement des dommages causés par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, réparer les torts en leur nom s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait, ce qu'ils seront tenus d'opter dans 3 jours, à compter du jour de la condamnation, autrement, ils en seront déchus. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et s'il récidive 1 autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Article 39. Les affranchis qui auront donné retraite dans leur maison aux esclaves fugitifs seront condamnés par corps envers leur maître en l'amende de 300 livres de sucre par chaque jour de rétention. Article 40. L'esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du crime pour lequel il aura été condamné, sera estimé avant l'exécution par 2 des principaux habitats de la île, qui seront nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation sera payé au maître. Pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête de nègre, payant droit, la somme portée par l'estimation, laquelle sera réglée sur chacun desdites nègres, élevé par le fermier du domaine royal d'Occident, pour éviter à frais. Articles 40 et 1. Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de ne prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion. Article 42. Pourront pareillement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes, leur défendant de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves, et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement. Article 43. Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave sous leur puissance ou sous leur direction, et de punir le maître selon l'atrocité des circonstances. Et en cas qu'il y ait lieu de l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin de nos grâces. Article 44. Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels entrent dans la communauté, n'avoir point de fuite par hypothèque, et partager également entre les cohéritiers, sans préciput, ni droit d'aînesse, n'être sujet aux douaires coutumiers, aux retraits féodal et lignagères, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des 4 quints, en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire. Article 45. N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leur personne et au leur de leur côté et ligne, ainsi qu'ils se pratiquent pour les sommes de deniers,
et autres choses mobilières. Article 46. Dans les saisies des esclaves seront observées les formalités prescrites par nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobilières. Voulons que les deniers en provenance soient distribués par ordre des saisies, et en cas de déconfiture au sol, la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires, comme celle des autres choses mobilières aux exceptions suivantes. Article 47. Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari et la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance du même maître. Déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine que seront les aliénateurs d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément du prix. Article 48. Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de 14 ans et au-dessus jusqu'à 60 ans, être saisis pour dette, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie ou indigoterie ou habitation dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement. Défendons à peine de nullité de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries ni habitations, sans y comprendre les esclaves de l'âge sudit et y travaillant actuellement. Article 49. Les fermiers judiciaires des sucreries, indigoteries ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves sont tenus de payer le prix entier de leur bail sans qu'ils puissent compter parmi les fruits et droits de leur bail qu'ils percevront les enfants qui seront nés des esclaves pendant le cours dit celui qui n'y entre point. Article 50. Voulons que nonobstant toute convention contraire que nous déclarons nulle, que les 10 enfants appartiennent à la partie saisie si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire s'il intervient un décret, et qu'à cet effet mention soit faite dans la dernière affiche avant l'interposition du décret, des enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle, que dans la même affiche il sera fait mention des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils auront été compris. Article 51. Voulons pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointement des fonds et des esclaves et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est provenu du prix des fonds d'avec ce qui est procédant du prix des esclaves. Article 52. Et néanmoins, les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à portion du prix des fonds. Article 53. Ne seront reçus les lignagers et les seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés s'ils ne retirent de les esclaves vendus conjointement avec les fonds, ni les adjudicataires à retenir les esclaves sans les fonds. Article 54. Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois, usufruitiers, admodiateurs et autres jouissants des fonds, auxquels sont attachés des esclaves qui travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille, sans qu'ils soient tenus après leur administration, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme les fruits de leur profit les enfants nés des dits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en seront les maîtres et propriétaires. Article 55. Les maîtres âgés de 20 ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entre vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de leur affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de 25 ans. Article 56. Les enfants qui auront été faits légataires universels par leur maître, ou nommés exécuteurs de leur testament, ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, et les tenons et réputons pour affranchis. Article 57. Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nos îles, et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers. Article 58. Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne,
les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient en à prétendre, tant sur leur personne que sur leurs biens et successions en qualité de patrons. Article 59. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres. Voulons qu'ils méritent une liberté acquise et qu'elle produise en eux, tant pour leur personne que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets. Article 60. Déclarons les confiscations et les amendes, qui n'ont point de destination particulière par ces présentes, nous appartenir, pour être payés à ceux qui font préposer à la recette de nos revenus. Voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers dédit de confiscation et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées. Si donnons en mandement à nos amés et féaux, les gens tenant notre conseil souverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelle gardé et observé de point en point selon leur forme et teneur, sans y contrevenir, ni permettre qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit. Nonobstant tous ces dits, déclarations, arrêts et usages à ce contraire, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes, car tel est notre plaisir, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sel, donné à Versailles au mois de mars 1685 et de notre règne le 42e. Signé Louis. Édit du roi. En forme de lettre patente, pour l'établissement du Conseil souverain et de 4 sièges royaux dans la côte de l'île de Saint-Domingue en l'Amérique. Du mois d'août 1685. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tout présent et à venir. Salut, savoir faisons. Que les peuples qui habitent l'île de Saint-Domingue dans l'Amérique ont témoigné pour notre service toute fidélité et obéissance, dont ils ont donné des marques en toutes les occasions à nos sujets, qui ont servi à y établir une colonie très considérable, ce qui nous a porté à donner nos soins et à une application particulière afin de pourvoir à tous leurs besoins. Nous leur avons envoyé plusieurs missionnaires pour les élever à la connaissance du vrai Dieu et les instruire dans la religion catholique, apostolique et romaine. Nous avons tiré de nos troupes des officiers principaux pour les commander, les secourir et les défendre contre leurs ennemis. Et ce qui nous reste à régler est l'administration de la justice et l'établissement des tribunaux et des sièges en des lieux certains, en la même manière et dans les mêmes termes et sous les mêmes lois qui s'observent par nos autres sujets, afin qu'ils puissent y avoir recours dans leurs affaires civiles et criminelles, en première instance et en dernier ressort. À ces causes, de l'avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale. Nous avons créé et établi, créons et établissons, par ces présentes, signées de notre main, dans la côte de l'île de Saint-Domingue de l'Amérique, un conseil souverain et 4 sièges royaux qui y ressortiront. Savoir, le dit conseil, dans le bourg de Gouave, à l'instar de ceux des îles de l'Amérique, qui sont sous notre obéissance, lequel sera composé d'un gouverneur, notre lieutenant général dans les dites îles, de l'intendant de la justice, police et finances du dit pays, du gouverneur particulier de la dite côte, de 2 lieutenants pour nous, 2 majors, 12 conseillers nos amés, Ascavoir, les sieurs Moreau, Beauregard, de Maressuot, de Damartin, Boisseau, Coutard, Leblon, de la Gaupierre, Beauregard du Cap de Chaudray, de Mérixfraude et Bellichon, d'un notre procureur général et un greffier. Donnons pouvoir au dit Conseil souverain de juger en dernier ressort tous les procès et différends, tant civils que criminels,
mue et à mouvoir entre nos sujets dudit pays, sur les appellations des sentences de nos dits, sièges royaux, et ce sans aucun frais, lui enjoignons de s'assembler pour cet effet à certains jours et heures, et aux lieux qui seront par eux avisés les plus commodes, au moins une fois, le mois. Voulons que le gouverneur, notre lieutenant général aux dites îles, préside au dit conseil, et en son absence, les sieurs, l'intendant de la justice, police et finances, que le même ordre soit gardé en la dite île, que le gouverneur particulier de la dite côte, les 10 lieutenants pour nous, les 2 majors et 12 conseillers, prennent leur séance et président, en cas d'absence, les uns des autres, dans le même rang que nous leur avons donné, et que l'Écriture marque dans ses présentes et leur tienne lieu de règlement pour leur honneur. Voulons néanmoins que l'intendant de la justice, police et finances, au dit pays, lors même que le gouverneur, notre lieutenant général aux dites îles, sera présent, au dit conseil, présidera, et qu'il demande les avis, recueille les voix, et prononce les arrêts, et qu'il ait au surplus les mêmes avantages, et fasse les mêmes fonctions que le premier président de nos cours, et en cas d'absence de l'intendant, que le plus ancien de nos conseillers prononce, avec les mêmes droits, encore qu'il soit précédé par nos gouverneurs, lieutenants et majors. Seront les 4 sièges royaux, à l'instar de ceux de notre royaume, de chacun un sénéchal, un lieutenant, un autre procureur et un greffier seront établis, savoir un audit-lieu du Petit Gouave où la juridiction se tiendra, sur le Grand et Petit Gouave, le Rochelois, Nip, la Grande-Anse et l'île des Vaches, et l'autre à Léogane, qui comprendra, depuis les établissements de l'Auchal, un autre au port de Paix, contiendra, depuis le port François, jusqu'au Mouleur en Colasse, et toute l'île de la Tortue, un autre au Cap, dont le ressort sera depuis du nord, qui tend vers le sel. Si donnons en mandement au gouverneur notre, lieutenant de l'île, en son absence au gouverneur de la Tortue et côte de Saint-Domingue, qu'après lui être apparu des bonnes vies et mœurs, conversation et religion catholique, apostolique et romaine, de ceux qui devront composer les 10 conseils souverains, qu'il aura pris le serment en tel cas requis et accoutumé, ils les mettent et instituent dans les fondions de leur charge, les faisant reconnaître et obéir de tous ceux, ainsi qu'il appartiendra. Mandons particulièrement aux officiers dudit conseil souverain de faire de même, ensemble les officiers des 10 sièges royaux, car tel est notre plaisir. En témoin de quoi, nous avons fait mettre notre sel à ces dites présentes, donné à Versailles au mois d'août, l'an de grâce 1685, et de notre règne le 43e. Signé Louis, à Paris, au Palais, chez Claude Girard, dans la grande salle, vis-à-vis la grande chambre, au nom de Jésus.